On n'a plus de micro ici. Ah bah tiens, elle est là. Il y a beaucoup de questions qui sont intéressantes, qui nous interpellent tous par rapport à l'intervention de César, par rapport à... Tout à l'heure, pour les chiffres de la pression fiscale, professeur, on prend en considération les cotisations obligatoires. Parce que le CDE, il considère les cotisations obligatoires, sociales obligatoires, comme des impôts aussi. C'est pour ça que on les intègre souvent dans ce taux. En fait, par rapport aux incitations, moi je partage parfaitement tout ce qui a été dit. Il n'est pas question de dire qu'on va supprimer les incitations. Ce que nous avons dit, c'est qu'il faut que ces incitations soient limitées dans le temps. C'est anormal qu'il y ait une incitation ad vitam aeternam. Ça n'a pas de sens. À un moment donné, il faut se dire, est-ce que ces incitations, effectivement, faire une évaluation, comme ça a été dit, mais aussi, on a un exemple très concret, c'est la subvention de l'offshoring. Vous savez aussi que la subvention de l'offshoring par rapport à l'IR sur les salaires est indexée sur l'IR. C'est une subvention mais qui n'est pas une incitation fiscale, mais qui est indexée sur l'IR, sur les salaires. On peut imaginer une situation, effectivement, aussi d'incitation fiscale, parce que qu'est-ce qu'on cherche en réalité? C'est l'équité. Et l'équité, ce n'est pas quelque chose de touchable, malheureusement. C'est une perception. Donc je peux avoir, pour moi, je peux avoir une disposition qui n'est pas équitable, mais pour lui, elle est équitable. L'important, c'est qu'à situation égale, impôt égal, comme ça a toujours été dit, mais comme ce concept d'équité, malheureusement, est très difficilement modélisable, la meilleure solution, c'est tout simplement de réduire les incitations fiscales au maximum et de le remplacer sur le faux par des incitations qui ne sont pas forcément fiscales, par des subventions, par les infrastructures, etc. Pourquoi? Parce que la question de l'équité, elle est malheureusement très subjective. Et donc, ce qui est équitable pour les uns n'est pas forcément pour les autres sur le plan de perception. Et donc, nous, on a intérêt de réduire les incitations, de les limiter dans le temps, de les surveiller, de voir leur impact, bien évidemment. Et les autres secteurs, c'est très simple. Quand on parle de la TVA, la neutralité de la TVA, ce n'est pas uniquement le remboursement de la TVA, c'est également la généralisation de la TVA à d'autres secteurs qui aujourd'hui ne sont pas concernés par la TVA. Les professions libérales, l'agriculture, l'enseignement, tout ça, aujourd'hui, c'est des questions qu'on s'oppose. On n'apporte pas des réponses, mais c'est des questions qu'on s'oppose quand on parle de l'équité. Donc toutes les questions qui sont posées depuis tout à l'heure doivent tourner autour de l'équité. Parce que tant qu'il n'y a pas d'équité, tant que les citoyens lambda, que l'entreprise, que le contribuable ne touchent pas cette équité dans les textes, qui d'ailleurs doivent être, à mon avis, et ça a été dit à maintes reprises, la fiscalité doit être enseignable. Et ça, c'est très important. Les gens doivent comprendre simplement le texte. Ils doivent voir que le texte s'applique à tout le monde de la même manière, que les questions d'interprétation, par exemple, qui est posée depuis tout à l'heure, oui, c'est un problème. Moi, je ne pense pas que c'est un problème de politique fiscale, comme ça a été dit. On sait très bien que ce n'est pas la DG qui fait la politique fiscale, mais l'interprétation des textes, par exemple, aujourd'hui, pose problème. Nous, quand on a proposé au niveau de l'ordre le Conseil national de la fiscalité, le professeur Bradala a appelé des prélèvements, c'est vrai, on s'est dit à un moment donné, oui, il serait peut-être opportun que toutes les questions d'interprétation, toute la doctrine administrative, soient du ressort d'une entité qui est indépendante. Mais là, c'est une proposition, il vaut ce qu'il vaut. Il faut voir maintenant sa faisabilité. On avait même des propositions, comme a dit tout à l'heure Mohamed, qui étaient vraiment vers l'extrême, c'est de dire que que l'ADG ne doit pas interpréter. Mais est-ce que c'est faisable? Jusqu'à quel niveau c'est faisable? Pour moi, j'insiste sur deux points importants. Il faut que les bases imposables soient approchées de manière réelle. Ça, c'est très important. Parce que quand on parle de l'équité, c'est un exemple concret. Aux États-Unis, par exemple, les revenus fonciers ne sont pas imposés à un taux libératoire. C'est une comptabilité. Le gars, il prend ses loyers, moins ses charges, il a un résultat réel, c'est lui qui est imposé. C'est ça ce que j'appelle par approcher réellement les bases imposables. Quand on est dans des bases approchées, comme le forfaitaire, quand on est dans des bases indiciaires, comme la fameuse valeur locative, par exemple, bien évidemment, ça donne lieu à beaucoup de contentieux, ça donne lieu à des erreurs, ça donne lieu à la personnalisation dont on a parlé. Voilà. Entre guillemets, de la fraude aussi, bien sûr, bien évidemment. Donc, approchons la base imposable de manière réelle, au maximum. Merci. Dernier point important, par rapport à cette histoire de paiement spontané de l'impôt, l'adhésion spontanée ou le système déclaratif qu'on a hérité effectivement de la première réforme fiscale, si vous avez remarqué observé les dernières lois de finances, vous allez voir qu'on a commencé petit à petit à abandonner le système déclaratif. Le dernier exemple, c'est le revenu foncier, qui passe aujourd'hui à la retenue à la source. Et si vous revenez à l'international, vous faites le benchmark international, vous allez trouver que le système qui est basé sur la retenue à la source est le plus efficace. Je dis bien le plus efficace.
À chaque fois qu'on peut faire la retenue à la source, même pour le contribuable de son intérêt. Les professions libérales, par exemple, on a intérêt de leur faire une retenue à la source. En Tunisie, par exemple, ils font même une retenue à la source au moment de l'importation, aux importateurs, de 6%, si j'ai bien le chiffre, qui constitue une avance sur l'impôt, mais 6% à l'importation, c'est carrément une marge. À 30% d'impôt, on parle d'une marge de 21%. Ça veut dire que cet importateur, même si après il ne déclare pas, l'impôt est déjà pris à l'importation. Donc ce système basé sur la retenue à la source versus système déclaratif, je ne suis pas en train de dire qu'il faut abandonner le déclaratif, non. Mais il faut, à chaque fois que c'est possible de généraliser la retenue à la source ou d'institutionnaliser la retenue à la source, c'est plus efficace parce qu'on cherche un système aussi, depuis tout à l'heure j'insiste dessus, efficace. Parce que si le système n'est pas efficace, mettez ce que vous voulez de les textes, on ne peut pas les collecter. Il y a une toute petite expérience africaine. Et vous concluez avec ça. Et je conclue avec ça, qui doit nous inspirer. Le Togo, c'est un petit pays de l'Afrique de l'Ouest, d'accord? Et qui a tout simplement, il a externalisé la collecte de l'impôt. Il a regroupé l'administration des douanes avec la direction des impôts dans un seul office public, ce qu'ils appellent l'office togolien, et je pense l'OTR de la recette, et qui a été externalisé. C'est pour cette raison que si vous prenez aujourd'hui les chiffres de recettes fiscales rapportées au PIB en Afrique, vous allez trouver le Togo parmi les 4 premiers. Parce qu'ils ont pu tout simplement appréhender la recette fiscale de la manière la plus optimale. Et moi, je pense que le système fiscal, s'il n'est pas efficace, s'il ne permet pas d'appréhender cette recette fiscale, moi, je pense qu'il faut le revoir. Voilà. Merci beaucoup. Alors, juste par principe, pour celles et ceux qui nous regardent à distance, ne sont